Je suis particulièrement heureuse de faire la rencontre d'un écrivain que je ne connaissais pas et que je découvre grâce, encore une fois, à la Maison des écrivains et grâce à la traduction que nous a donnée Agnès du premier chapitre du livre, de son premier roman qui s'intitule « Le Parasite » en français. Donc, c'est dans la collection Les Bilingues, éditée par la Maison des écrivains, collection dirigée par Patrick Deville, que voit le jour ce premier chapitre comme une promesse d'avoir bientôt aussi la suite, puisque ce premier chapitre est très, très engageant dans le désir de la lecture. Alors, avec nous ce soir, il y a aussi Guillaume Compiano, qui est comédien, et qui va lire au cours de cette rencontre des extraits des romans de Ferenc Barnas. Et on aura aussi un tout petit extrait lu en hongrois. Je voudrais, puisqu'on fête le 30e anniversaire de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, on peut aussi fêter le 20e anniversaire de la sortie du Parasite. Le Parasite est sorti en 1997 et il y a eu une réédition pas celui-là, non. Alors, parce que c'était... Donc, voilà, raison de plus pour le traduire, pour qu'au moins on puisse le lire en français. Non, il y a eu des nouvelles éditions pour Bagatelle et pour le 9e, dont il sera également question ce soir. Mais le Parasite est épuisé. C'était donc il y a 20 ans. Alors, ma toute première question à Ferenc est la suivante. Comment voyez-vous aujourd'hui ce premier livre, ce premier roman, avec cette distance de 20 ans? Első könyv az összes lehetséges hibával és előnyel. C'était un premier livre avec toutes les erreurs possibles, tous les avantages possibles également. Toutes les promesses, disons. Nincs jól megírva. Il n'est pas bien écrit. De van benne egy olyan erő, úgy gondolom a mai napig, mais il présente quand même une force qui, jusqu'à nos jours, amiért talán érdemes lenne akár franciául is pour lefordítani. laquelle ce serait peut-être intéressant de le traduire même en français. És ki tudja, lehet, hogy lesz még olyan Et qui sait, peut-être ça va arriver. kiadó, amelyik úgy gondolja, mint én, hogy van ebben valami. Peut-être il y aura un éditeur qui pensera qu'il y a quelque chose dedans, donc ça vaut le coup de le traduire. Azt hiszem, hogy azok a problémák, amelyek a könyvben úgymond ábrázolva vannak, Je crois que les problèmes qui sont, disons, décrits dans ce livre, ezek nagyon fontos emberi problémák. ce sont des problèmes humains très importants. És úgy gondolom, hogy annyira nincs rosszul megírva a könyv, Je crois que le livre n'est quand même pas écrit d'une façon tellement mauvaise hogy olvasás közben esetleg az ember nem tud azokkal a problémákkal szembesülni, amelyek egyébként mindig is szembesülünk. qu'en lisant, on ne puisse pas se confronter aux problèmes avec lesquels nous nous confrontons toujours dans la vie de tous les jours. Alors, ce livre, Le Parasite, il faut que disons la prémisse que je dois faire est que, évidemment, j'ai lu Ferenc Barnas à travers cette mosaïque de textes, d'extraits, de fragments. Mais voilà, ce premier chapitre du Parasite me fait penser que ce livre est une forme de journal, mais de journal écrit après coup, surtout de confession, après un long silence, et un silence aussi de mensonges, une confession, un journal après coup, où le narrateur avoue une maladie honteuse, un secret honteux,
depuis son plus jeune âge, il est attiré précisément par les maladies. Et donc, ce que nous lisons, c'est le regard que le narrateur adulte porte sur cet enfant de 10 ans qui voulait sans cesse entrer à l'hôpital, qui, une fois qu'il franchissait la porte de l'hôpital, il disait « enfin chez moi », et qui, en traversant, en franchissant cette porte, entrait aussi dans un autre monde, dans un monde qui était à la fois un refuge, un havre de paix, un port mais sans attache, un lieu de liberté. Donc, voilà, c'est-à-dire tout le contraire de ce que normalement, qu'on soit adulte ou enfant, on pense dans ces jours à l'hôpital. C'est peut-être au tout début que tout s'est décidé. C'est inconcevable, mais j'ai toujours été attiré instinctivement par les maladies. Dans mon enfance, par exemple, pour divers symptômes suspects, je me réfugiais régulièrement dans les hôpitaux comme quelqu'un qui trouvait sa sécurité uniquement là. L'hôpital était mon univers, car quelque solide que me parut l'ordre à l'extérieur, je me sentais véritablement libre dans le silence des murs vert olive. Bien entendu, au bout des 2 ou 3 semaines, il constatait que je n'avais rien du tout. Moi, en revanche, en m'apprêtant à rentrer à la maison, je savais parfaitement que j'allais revenir bientôt dans un de ces établissements délabrés. Ce que les enfants redoutent et ce qui angoisse les adultes, cela me rassurait. En premier lieu, ce n'étaient pas les différents cas cliniques que j'aimais, mais cette aura mystérieuse que la maladie créait autour d'elle. Je la saisissais dès que, accompagné par mon père, je franchissais le seuil de l'hôpital et que j'apercevais à l'entrée le visage là du gardien voilé par l'ennui ou par l'obligatoire rigueur stipulée par le contrat de travail. Je m'imaginais que là, il était l'un des personnages les plus importants. Il portait sa veste bleu marine avec la fierté des fonctionnaires à qui on a conféré un pouvoir, parfaitement conscient du fait qu'il n'y était pas seulement un gardien en service, mais la barrière douée de souffle d'une ligne de front qui sépare 2 mondes. Comme si ses yeux, tantôt ternes, tantôt brillants, d'une lueur plus éclatante, émettaient cette lumière indéfinissable qui accueillait ceux qui entraient à l'hôpital. Moi, je voyais immédiatement la différence, peut-être aussi nettement qu'un virologue saisit l'état aseptisé, invisible pour d'autres, du laboratoire. J'aspirais cette lumière, je l'appelle lumière, pourtant les fenêtres laissaient à peine passer le jour, et même cela était atténué par cette odeur caractéristique d'hôpital qui répugne tant les gens, comme l'air pesant de la montagne dégoûte les tuberculeux. Je ne me trompe peut-être pas en affirmant que je percevais l'extension matérialisée des différentes maladies de ceux qui y avaient souffert ou y souffraient alors, en ces lieux, dans cet étincellement. Je pourrais comparer les résultats de mes observations à l'instant où, à des occasions favorables, nous parvenons à distinguer ce qui est derrière le sourire de quelqu'un. Par exemple, en découvrant les piliers qui équilibrent et soutiennent le sourire. Piliers qui, si quelqu'un ou quelque chose les faisait plier, détruirait immédiatement l'effet indiscutable un instant plus tôt. Avant de passer à un autre roman qui est le 9e et dont j'ai pu lire grâce à Agnès un chapitre, le premier chapitre là aussi. Le premier, oui, le premier chapitre. Oui. Avant, je voudrais poser à Agnès, qui en tant que traductrice est certainement celle d'entre nous, à part vous, qui est allée plus en profondeur dans votre écriture. Je voulais lui demander précisément, d'une part, comment elle a découvert votre travail, votre œuvre, et d'autre part, voilà, comment elle pourrait nous parler du style, de l'écriture, de la langue qui est celle de Ferenc Barnas. D'accord. Alors, découverte. Découverte, donc j'ai découvert, c'est assez...
c'était assez inhabituel. Je vais assez régulièrement à la maison des traducteurs à Balaton-Fured. J'y suis allée en résidence pour travailler sur une traduction. Une traduction qui est sortie en 2009, donc c'était en 2008, 2009 à peu près. Il y a beaucoup de traducteurs avec qui on fait connaissance. Et parmi eux, il y avait un traducteur israélien. Il m'a parlé je lui ai demandé sur quoi tu travailles, et il m'a dit sur Ferenc Barnás. Ah bon, je n'ai jamais entendu parler de lui, qui est-ce? Il m'a raconté, il m'a parlé du 9e. J'ai cherché dans la bibliothèque, il n'y en avait pas. J'ai trouvé un bagatelle que j'ai lu sur place tout de suite, tout en traduisant. Et après, j'ai acheté le livre. Je suis rentrée avec les livres de Ferenc à Paris. J'étais éblouie par la structure, l'écriture, vraiment la perfection de ce livre. Et donc, voilà comment j'ai découvert ce livre. L'auteur, et après j'ai pris contact avec lui quand j'ai lu, je crois, deux de ses livres. Celui-ci non, parce que ce livre était épuisé, et c'était encore avant la parution du 4e livre. Donc j'ai découvert à partir de ces deuxième et troisième livres, j'étais vraiment conquise, parce que bon, peut-être qu'on peut parler un peu de 9e. Donc, le fond et la forme sont dans une harmonie totale. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un garçon de 9 ans qui est 9e d'une fratrie de 11 enfants. Nous le rencontrons quand il a 9 ans et il raconte son histoire qui dure à peu près 1 an dans 9 chapitres. Et la structure et la forme ne sont pas du tout, ce n'est pas surfait, c'est tout à fait naturel de raconter cette histoire de cette façon-là, avec beaucoup de naturel, mais avec une précision extraordinaire. Donc, cela m'a beaucoup plu. Puisque vous me posez la question sur son style, donc on peut dire que chacun de ces livres sont un peu différents, mais il y a cette interrogation continuelle, la comparaison continuelle avec la musique, effectivement. Ce n'est pas étonnant puisqu'il est musicien aussi. Mais par exemple, si on parle de son style, je peux dire que bon, après avoir traduit d'autres auteurs aussi, dont Esterházy, Tomási, etc., ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment une respiration tout à lui. On sent qu'il ne s'essouffle pas. C'est un flûtiste qui écrit. Bon, je lui ai peut-être pas dit, mais je le dis maintenant. Donc, on ne s'essouffle pas. La ponctuation, les césures, des phrases sont tout à fait naturelles. Elles sont vraiment au service de l'écriture, de la pensée. Vraiment. On va écouter un extrait de ce roman, Le 9e, paru donc en 2006 aux éditions Calligramme en Hongrie, réédité en 2014 et qui a déjà été traduit en anglais et en allemand. Alors, je tiens juste à préciser que ce passage contient beaucoup de mots hongrois, donc je vous prie d'excuser d'ores et déjà l'écorchage de certains de ces mots. Voilà, je vais faire au mieux. Aujourd'hui, dans mon rêve, j'ai été courageux. Je me trouvais dans une clairière et 3 garçons s'avançaient vers moi. Je ne les ai pas reconnus tout de suite, puis j'ai vu que c'était Bretzel et sa bande. Le plus petit tenait à la main une hache. J'avais le sentiment qu'il voulait encore s'en prendre à moi. Je ne sais pas comment je lui ai pris la hache, mais je l'ai prise. Puis j'ai fait ce que j'avais fait dans mon autre rêve. Ça s'est passé très vite. Tellement vite que cette fois-ci, je n'ai même pas vu le sang. Pourtant, il sortait d'eux. Beaucoup de sang. Puis j'ai attendu la venue des policiers. 2 voitures sont arrivées, ni l'une ni l'autre n'avait déclenché la sirène.
Lorsque les policiers sont sortis des voitures, je me suis détourné. À 3 ou 4 mètres de moi, 2 corps flottaient sur le ventre. On sortait justement le 3e garçon de l'eau. J'ai cru que nous étions sur la berge d'une rivière. Puis je me suis rendu compte que je me trouvais au bord d'un lac. Je n'avais pas peur. J'étais calme. J'étais content d'avoir fait ce que j'avais fait. Curieusement, le visage de Bretzel paraissait normal, comme s'il était seulement noyé. Je ne voyais pas les visages des 2 autres, mais quelque chose me disait qu'ils étaient exactement pareils aux miens au moment où ils m'avaient attrapé. Alors que c'est sûr, j'avais fait la même chose que dans l'autre rêve, c'est sûr et certain. Quand l'un des policiers m'a touché l'épaule, j'avais encore la hache à la main. Ça me faisait du bien de la tenir. Vers 4h30, quand Pa s'en va travailler, je me réveille. Pa travaille toujours au chemin de fer, mais depuis peu, il est à l'administration centrale des gares à Rakoshkarastur, où il vient d'accepter un travail supplémentaire, celui d'inspecteur. Il est obligé d'apprendre vite de nouveaux métiers parce que, tant que nous n'avons pas fini de construire la grande maison, nous ne pouvons pas vraiment fabriquer nos objets de piété. Man se lève vers 5h, je le sais parce qu'elle sort aussitôt dans la rue et demande à un passant l'heure exacte. Elle fait toujours ça quand elle est de l'équipe du matin. Lors de la première distribution, nous n'avons pas reçu de réveil matin, alors qu'elle ne doit pas arriver en retard à l'usine des stylos de Saint-Endre. Elle vient d'y être embauchée pour travailler en équipe relais. À cause des maternités, Man n'a pas de qualification, c'est pour ça qu'elle doit assembler des stylos à billes. Pendant qu'elle se prépare, je fais semblant de dormir comme les autres. Ma tête est sous la couverture, les pieds de Dodliner devant mon visage, je les repousse comme d'habitude. Puis j'essaie de me rendormir, mais je n'y arrive pas. Maintenant, nous habitons dans la petite maison de Pomas. Ce sont Pa et les 3 grands garçons qui l'ont construite sous la direction de M. Mischka, pendant que nous, les petits, nous étions dans la villa bombardée, et puis les filles et Man. La villa bombardée se trouve à Debrecen. Elle a brûlé pendant la Seconde Guerre, mais en 1945, Pa l'a fait retaper, et en contrepartie, il a été dispensé de loyer, car à l'époque, il touchait encore son salaire d'officier. Ce n'est que plus tard qu'il a été flanqué à la porte par l'armée populaire. Nous sommes tous nés là-bas, je veux dire à l'hôpital. Man emportait toujours une croix de bois à la maternité de Nagyerde, alors que monsieur le docteur Siladi lui avait bien dit « Chère maman, ça va mal tourner, la dernière fois déjà, j'ai failli avoir des ennuis. » En réponse, Man écartait les bras et arrivait ses pleurs intérieurs, que les autres voyaient peut-être, en tout cas monsieur le docteur Siladi, sûrement. Puis elle s'installait sur le lit de travail, serrait la croix de bois dans ses mains, et nous arrivions. Je fus le 9e. Alors, je voudrais vous lire ce que Peter Esterházy a écrit et que l'on peut lire dans la 4e de couverture de l'édition, de la 2e édition hongroise. Il écrit D'ailleurs, à propos de ce livre, je me laisse facilement entraîner par des superlatifs, toujours suspects. C'est un chef-d'œuvre. La langue et le sujet du livre coïncident parfaitement. Le texte a une brillance silencieuse. C'est le portrait exact et dramatique d'une époque, d'une âme, d'un homme. Que signifie vivre dans le rien? Que signifie vivre dans l'agressivité du rien? Que signifie le fait que tout soit total, dehors comme dedans, que l'indigence, l'angoisse, l'état, le père, tout soit total? Que signifie avoir continuellement faim? Que signifie que l'on puisse rien dire, même pas bon? Qu'il ne soit même pas permis d'aimer. Mais nous aimons malgré tout. C'est un livre élégant et oppressant, un livre courageux qui connaît la peur, comme toute bonne littérature, qui toujours parle de nous, où que nous vivions dans le monde. Voilà ce qu'écrivait Peter Esterházy pour l'édition de 2014. C'est un récit, c'est un livre qui est écrit à hauteur d'enfant, donc avec un mélange de naïveté, de lucidité, de crânerie et de crainte, de gravité et d'humour, des phrases brèves,
sans hiérarchie dans les événements. Tout est sur le même plan, le récit du rêve du meurtre, la description du retour de l'école, l'accident où l'enfant narrateur perd ou risque de perdre, enfin se sectionne le pouce, ou la fabrication des chapelets, puisque toute la famille se consacre à la fabrication des chapelets. Alors pourquoi ces événements sur le même plan? C'est ça qui est très très passionnant dans cette écriture, parce que je pense, mais vous me direz, je pense que parce que d'un côté, d'une part, les enfants perçoivent ou font semblant de percevoir tout sur le même plan, toutes les choses sur le même plan, sans hiérarchie, et d'autre part, parce que ces fragments de vie, donc de famille, d'une famille très pauvre, très catholique, très nombreuse, tous ces fragments apparemment désordonnés sont étroitement liés, parce qu'en fait, tout est étroitement enchaîné et entremêlé, comme les corps des frères et sœurs dans les lits, parce que les lits ne sont pas suffisants et qu'il faut qu'ils soient à 3 ou 4 dans un même lit et tête bêche et entièrement presque cadenassés les uns aux autres. Et c'est un peu comme ça que je vois les événements tels qu'ils sont rapportés. Nagyon megkönnyíti a dolgomat, mert Vous me facilitez le travail parce que... Francesca elmondja, hogy a narrátorom az hogy lélegzik. Parce que Francesca raconte comment respire mon narrateur. Nekem szerzőnek akkoriban jó 10 éve az volt a kérdés, hogy a gyermeki is voltam, nem tudom, 50 éves, körülbelül jó nem voltam, majdnem, hogy a gyermeki tudat. Il y a 10 ans, effectivement, ma grande question était comment transmettre la conscience de l'enfant. És tehát, hogy nem, hogy gondolkodik a gyermek, hogy én most hogy gondolom, hogy gondolkodik. Non pas savoir comment réfléchit un enfant et comment je pense que l'enfant réfléchit. A fő kérdés az volt, hogy az a 9 éves tudat, amelyik az ön által említett módon létezett, élt. La question principale était la conscience de 9 ans qui existait selon la façon dont vous racontez. Az, hogy gondolkodik, mert olyan nincsen, hogy általában hogy gondolkodik egy gyermek. Comment cette conscience réfléchit? Parce qu'on ne peut pas dire en général comment réfléchit un enfant. C'est le 4e livre de Ferenc, pour lequel il a obtenu un grand prix littéraire en Hongrie. Et le livre est déjà traduit en allemand et en anglais aussi. En serbe et en tchèque aussi. Il y a des... Oui, ça va bientôt se faire. Voilà. Et donc, c'est une histoire... je pense qui devrait toucher profondément tout lecteur français, tout lecteur tout court, parce que c'est l'histoire d'un homme. Dans la première partie, il plonge, enfin, nous comprenons qu'il est plongé dans la dépression. Il lutte contre la dépression. Nous ne savons pas qui il est. Nous le voyons arpenter Budapest à la recherche. D'une part, il cherche à se nourrir, tout en étant ne pas trop boire. Donc nous comprenons qu'il a été alcoolique, qu'il est dépressif, c'est tout à fait sûr, qu'il est très, très pauvre aussi, nous le comprenons. Et ensuite, il lutte contre la dépression. Et à peu près à la moitié du livre que nous allons voir, il y a un déclic. Tout d'un coup, il rencontre dans la rue, l'un de ses étudiants, l'un de ses anciens étudiants. À ce moment-là, nous comprenons qu'il a été professeur à l'école des Beaux-Arts, professeur d'esthétique à l'école des Beaux-Arts, qu'il était un intellectuel déchu en fait. Et il essaie de survivre. Et cet ancien étudiant jette sur lui un regard pas seulement bienveillant, mais le regard de quelqu'un qui le connaît, qui sait qui il est. Parce que dans sa dépression, il a complètement oublié qui il était. Et donc, il le pousse et tout d'un coup, il prend son courage à deux mains
Et il frappe à la porte d'une galerie pour trouver du travail. Et ensuite, sa vie va changer et il va émerger de la dépression. Alors, pour Donc, l'instant, voilà. on est au moment où il a frappé à la porte de la galerie. Il est entré et... Qui cherchez-vous, monsieur ? Je lui répondis que je cherchais madame la directrice. Elle dit alors, c'est moi, que voulez-vous ? Je lui répétai ce que le peintre m'avait appris une demi-heure plus tôt. Entrez. À travers un couloir pas vraiment étroit, mais très haut de plafond, elle me conduisit dans une pièce qui pouvait être un secrétariat. Madame la directrice me demanda alors, que disiez-vous ? Quel est votre nom ? Je ne sus que répondre, car de mon nom, il n'en avait pas été question jusque-là. Embarrassé, j'essayai de trouver un moyen de poursuivre lorsque j'entendis « Venez !» Je la suivis. J'entrai alors dans un autre bureau auquel on accédait par le secrétariat et où la directrice me dit « Veuillez vous asseoir ?» Je m'installai dans un fauteuil en cuir dans lequel il me semblait que je m'enfonçais un peu. Madame la directrice devait avoir 55 ans, elle avait l'air fatiguée et on lisait sur son visage un peu de l'appréhension de la caissière. « Que disiez-vous ? Quel est votre nom ?» Elle était alors assise en face de moi, un bloc-notes sur les genoux sur lequel elle écrivait de temps à autre. D'abord peut-être mon nom, car j'avais fini par lui dire comment je m'appelais. Puis elle me demanda « Que voulez-vous ?»« Dites-moi, enfin, ce que vous voulez. » À ça, je répondis « Je cherche du travail, madame, je voudrais travailler. » Ces mots-là, au cours des mois précédents, je ne les avais pas une seule fois prononcés dans cet ordre, et c'est ce qui me semble après coup. « Mais quel est votre métier ? Que savez-vous ? Que savez-vous faire ?» demanda la directrice. À ça, je répondis « Je suis professeur, madame. »« Professeur. Quel est votre nom ? Dites-moi. Quel est votre nom ?» Je lui répétai mon nom, sur quoi la directrice nota à nouveau quelque chose. Elle alluma une cigarette. « Vous ne fumez pas ? » ?»« Non, je ne fume pas. »« Si vous êtes professeur, pourquoi n'enseignez-vous pas ?»« J'ai enseigné, mais je n'enseigne plus parce que je me consacre à l'écriture, dis-je. »« À l'écriture ? Oui. Et vous avez sur vous ce que vous écrivez ? » ?»« Non, pas sur moi. » Si vous cherchez du travail, pourquoi n'avez-vous pas sur vous ce que vous écrivez ? Parce que, madame, je veux trouver du travail et non pas montrer mes manuscrits. Et qu'allez-vous enseigner ? L'histoire de l'art ? Non, madame, la littérature. Vous avez votre diplôme sur vous ? Non, madame, je ne l'emporte pas partout sur moi. Vous cherchez du travail et vous n'avez pas votre diplôme sur vous ? C'est ahurissant.